Dans la hiérarchie stérile de la salle d'opération, le chirurgien est Dieu et l'infirmière n'est qu'un simple accessoire. C'est du moins ce que croyait le docteur Preston Hayes. Il était le Golden Boy de l'Ivy League, doté de mains de virtuose et d'un ego de dictateur. Il pensait diriger la salle, il pensait tout savoir sur la femme d'âge mûr et discrète qui lui tendait ses scalpels. Mais un mardi pluvieux à Seattle, lorsqu'une cible de grande valeur a été amenée sur un brancard avec 3 balles dans la poitrine et des secrets classifiés dans le sang, la hiérarchie s'est effondrée car ce Navy SEAL mourant n'a pas regardé le chirurgien pour être sauvé. Il a saisi le poignet de la simple infirmière et a terrifié la salle avec 6 mots. Vous ne savez pas qui elle est. Voici l'histoire de Melyn O'Connor et pourquoi il ne faut jamais juger un guerrier à sa blouse. La pluie à Seattle n'a pas tout nettoyé. Elle a juste rendu la saleté plus glissante. À l'intérieur du service des urgences du Mercy General, l'atmosphère était celle d'une émeute contrôlée. C'était un mardi, généralement une nuit calme, mais un carambolage sur la I-5 avait inondé les salles de traumatologie, de coups du lapin et de verres brisés. Melyn O'Connor se tenait au centre de la salle de traumatologie 4, réglant le débit d'une perfusion intraveineuse avec des mouvements si économes qu'ils en étaient presque ennuyeux à regarder. Elle avait 42 ans, de légères pattes d'oie autour des yeux couleur acier froid et les cheveux tirés en arrière en un chignon utilitaire qui n'avait pas bougé d'un pouce en 12 heures. Pour les résidents et les médecins traitants, Melyn faisait partie du mobilier. Elle était fiable, silencieuse et invisible. C'était elle qu'on demandait pour nettoyer le vomi, pas celle à qui on demandait son avis. « OK, Connor, j'ai besoin que ce plateau soit réinitialisé pour hier. » Une voix aboya depuis le couloir. Le docteur Preston Hayes fit irruption dans la pièce, claquant ses gants en latex. Hayes avait 35 ans. Il était beau d'une manière qui semblait coûteuse et il était actuellement chef du service de chirurgie traumatologique. Il avait fait ses études à Hopkins, terminé son internat au Mass General et s'assurait que tout le monde dans un rayon de 5 mm le sache. Il traitait le personnel infirmier comme des appareils défectueux. Utiles quand ils fonctionnaient, irritants quand ils ne fonctionnaient pas. « Le plateau est prêt, docteur, » dit Melyn d'une voix basse. « La lidocaïne est prête. Le Vicilvin est prêt. » Hayes ne la regarda pas. Il regarda le dossier. « Le patient est stable. Pourquoi sommes-nous toujours dans la salle? Emmenez-le passer un scanner. » Il jeta le dossier sur le comptoir, manquant de peu la main de Melyn. « Et O'Connor, arrangez votre blouse. Vous avez une tache de café sur l'ourlet. Cela ne fait pas professionnel. Nous ne sommes pas dans un hôpital de campagne ici. » Melyn baissa les yeux. Ce n'était pas du café. C'était du sang séché provenant d'un adolescent qui n'avait pas survécu 1 heure plus tôt. Elle ne le corrigea pas. Elle ne le corrigeait jamais. « Oui, docteur, elle est juste fatiguée. » Preston dit une voix douce depuis l'embrasure de la porte. C'était Chloé, une jeune interne qui idolâtrait Hayes, mais craignait le silence de Melyn. « Ce n'est qu'une infirmière, Chloé, » marmonna Hayes assez fort pour que toute la pièce l'entende. La fatigue est un luxe réservé à ceux qui prennent les décisions. Les infirmières ne font qu'exécuter les ordres. Le visage de Melyn resta impassible. Elle avait entendu pire. Elle avait entendu pire de la part d'hommes qui étaient désormais poussière dans les montagnes de l'Hindu Kush. Elle se contenta de se retourner pour essuyer le comptoir. Mais le calme était temporaire. Le téléphone rouge accroché au mur, la ligne directe avec le centre de dispatching, se mit à sonner. L'infirmière en chef, une femme redoutable nommée Béatrice, s'en empara. Son visage, d'ordinaire imperturbable, perdit toute couleur. Elle raccrocha violemment le combiné et cria. « Traumatisme de niveau 1. Nous avons maintenant un code noir. Code noir? » Hayes fronça les sourcils. Il sortit de la salle. C'est une alerte à la bombe. Pourquoi amène-t-il un patient? Ce n'est pas une bombe. Béatrice cria en poussant une civière contre le mur. Blessure par balle à grande vitesse. Escorte policière multiple. Arrivée prévue dans 2 minutes. Ils ont contourné l'hôpital naval parce qu'il se vidait de son sang. Les portes coulissantes de la salle des ambulances s'ouvrirent brusquement. Ce ne sont pas les ambulanciers qui entrèrent les premiers. C'étaient 2 hommes en costume sombre, portant des écouteurs et tenant des fusils compacts près de leur poitrine. Ils balayèrent la pièce du regard avec des yeux prédateurs. Règne fort. L'un d'eux cria à un aide-soignant surpris. Derrière eux arrivait la civière, flanquée de 2 policiers de Seattle,
et d'un ambulancier qui semblait sur le point d'hyperventiler. « Homme d'environ 35 ans », cria l'ambulancier, les mains glissant sur les draps imbibés de sang. 3 blessures par balle à la poitrine et à l'abdomen. Tension artérielle à 60/40. Il est en train de s'effondrer. Hayes passa à la vitesse supérieure. C'était son moment. Emmenez-le en traumatologie 1. Je veux une perfusion rapide, tout de suite. Chloé, apportez le kit d'intubation. Il courut à côté de la civière, son ego gonflé par l'adrénaline. Il regarda l'homme sur la civière. Le patient était imposant. Un mur de muscles recouvert d'un équipement tactique qui avait été retiré par les ambulanciers. Un tatouage sur son deltoïde gauche était partiellement masqué par le sang, mais le symbole du trident était indubitable. Navy SEAL. « Allez, tout le monde !» cria Hayes. « Je veux que cette salle soit bouclée. » Mellin était déjà dans la salle de traumatologie un avant qu'il n'amène le soldat. Elle avait anticipé les besoins en équipement en fonction de l'appel urgent. Elle avait ouvert le plateau de thoracotomie, préparé le kit de drainage thoracique et mis en marche les réchauffeurs de sang. Ils transférèrent le corps lourd sur le lit de traumatologie. Le soldat était gris, sa respiration était superficielle et sifflante. « Il n'a plus de pouls », hurla Chloé. « Commencez les compressions », ordonna Hayes. « O'Connor, écartez-vous. J'ai besoin de place pour la ligne centrale. » Hayes repoussa Mellin de l'épaule. Ce fut un geste brutal et irrespectueux. Mellin ne trébucha pas. Elle pivota avec la fluidité de l'eau et saisit la sonde d'aspiration pour dégager les voies respiratoires pendant que Hayes cherchait la veine dans le cou. « Je n'arrive pas à trouver la ligne, » jura Hayes. « Les veines sont effondrées. Il est déshydraté. »« Percez le tibia, » dit calmement Mellin. Sa voix trancha le bruit comme un rasoir. Hayes la fusilla du regard, le front couvert de sueur. « Je n'ai pas besoin qu'une infirmière me dise « Percez le tibia, docteur », répéta-t-elle, sans élever la voix, mais en baissant le ton, ou il mourra dans 20 secondes. Hayes hésita, puis saisit la perceuse intra-osseuse. Il l'enfonça dans le tibia du soldat. Du liquide commença à couler. Le moniteur émit un bip. Le rythme revint. « Nous avons un pouls », haleta Chloé. « Faible, mais il est là. » Le soldat sur la table haleta soudainement. C'était un son guttural terrifiant. Il ouvrit grands les yeux. Ils étaient sauvages, dilatés, scrutant la pièce à la recherche d'une menace. Il essaya de s'asseoir, se débattant contre les sangles, sa main agrippant aveuglément l'air. « Calmez-le. Donnez-lui 100 mg de rock. » Hayes cria en s'éloignant du géant qui se débattait. La main du soldat se referma sur le poignet le plus proche. Ce n'était pas le poignet de Hayes, c'était celui de Mellin. Le soldat se figea, ses yeux se fixèrent sur les siens. La panique dans son regard disparut, remplacée par une soudaine et déroutante prise de conscience. Il cligna des yeux, luttant contre le choc et la perte de sang, essayant de se concentrer sur la femme en blouse verte tachée. « Veuve !» croissa le soldat, du sang bouillonnant au coin de ses lèvres. Mellin ne s'écarta pas. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. « Reste avec moi, fantôme. Tu n'as pas encore fini. » Le soldat la serra plus fort, les jointures blanchies. Il regarda derrière elle, directement vers le docteur Preston Hayes, qui se tenait là avec une seringue, l'air perplexe. « Elle !» haleta le soldat en pointant un doigt tremblant vers Mellin. « Économise ton souffle » murmura Mellin. Mais le soldat l'ignora. Il avait le regard vide, comme s'il était déjà mort. « Vous pensez qu'elle est infirmière? » La voix du soldat était un grognement humide, audible par tous dans la pièce silencieuse. « Vous ne savez pas qui elle est. » Puis ses yeux se révulsèrent et il s'affaissa. Le moniteur cardiaque émettait un sifflement, un rythme régulier et rapide, mais un rythme néanmoins. Pendant 3 secondes, personne dans la salle de traumatologie ne bougea. Le silence était lourd, suffocant. Les 2 hommes en costume près de la porte changèrent de position, plissant les yeux en regardant Mellin. Le docteur Hayes rompit le charme d'un ricanement. « Délire », dit-il en secouant la tête. « Le choc hypoalmique provoque des hallucinations. Il pense probablement que vous êtes sa mère, O'Connor. Allons-y, les 3 sont prêts. On va lui ouvrir la poitrine. » Il tenta de reprendre le contrôle de la pièce, mais l'atmosphère avait changé. Chloé fixait Mellin. L'infirmière en chef, Béatrice, fixait Mellin. Même les gardes en costume semblaient la regarder différemment.
Mélène les ignora tous. Elle détacha délicatement les doigts du soldat de son poignet. « Je me lave les mains, dit-elle. « Excusez-moi. » Hayes se retourna, son masque d'arrogance tombant. « Vous êtes infirmière aux urgences, O'Connor. Vous ne participez pas à mes opérations de traumatologie. J'ai ma propre équipe à l'étage. Votre équipe est à 10 minutes, dit Mélène en retirant ses gants souillés. Il a le foie lacéré et un pneumothorax. Si vous le déplacez sans stabiliser sa poitrine, il fera un arrêt cardiaque dans l'ascenseur. Je me lave les mains. C'est moi le chirurgien traitant ici, rugit Hayes, le visage rouge de colère. C'est moi qui décide. Dr. Hayes. L'un des hommes en costume s'avança. Il brandit un badge. DIA, Agence de renseignement de la défense. Le patient est le premier maître Callan Riker. Il est de la propriété du gouvernement des États-Unis. Si cette femme dit qu'il a besoin d'être stabilisé et qu'elle semble le connaître, vous l'écoutez. S'il meurt à cause de votre ego, je veillerai personnellement à ce que vous ne pratiquiez plus jamais la médecine sur quoi que ce soit de plus complexe qu'un hamster. Hayes serra les mâchoires en silence. Il regarda tour à tour l'agent et Mélène. L'expression de Mélène n'avait pas changé. Elle avait l'air ennuyée. « Très bien, cracha Hayes, préparez-vous. Mais si vous me passez le mauvais instrument, O'Connor, je vous dénoncerai pour insubordination. » « Retirez simplement la balle, docteur, » dit Mélène en passant devant lui pour se diriger vers les lavabos. Le lavabo est un confessionnal. C'est là que l'on se lave les mains et que l'on calme ses nerfs. Alors que Mélène se frottait les mains avec de la bétadine, elle regarda son reflet dans le chrome. Elle ne vit pas Mélène O'Connor, l'infirmière divorcée qui conduisait une Honda Civic et apportait une salade de thon pour le déjeuner. Elle vit le capitaine Mélène, veuve Merrick. Elle vit la poussière de Kandahar. Elle sentit le souffle des rotors d'un Black Hawk. Elle se souvint du jour où elle avait gagné le surnom de veuve, non pas parce qu'elle avait perdu son mari, mais parce qu'elle était la raison pour laquelle tant de femmes d'insurgés ennemis étaient devenues veuves. Elle avait quitté cette vie 6 ans auparavant. Elle avait quitté le commandement conjoint des opérations spéciales JOC après qu'une mission au Yémen avait mal tourné. Elle avait troqué son fusil contre un kit de cathéter, en quête de pénitence, en quête de tranquillité. Elle voulait sauver des vies, pas les prendre. Mais Callan Riker Ghost, elle ne l'avait pas vu depuis 7 ans. Il était alors un novice, un nouveau venu dans l'équipe SEAL 4, tandis qu'elle était rattachée à eux en tant que parachutiste de sauvetage. Liaison PG, une rareté. Une femme dans les profondeurs des opérations spéciales. Acceptée uniquement parce qu'elle était meilleure que la moitié des hommes et plus effrayante que l'autre moitié. Pourquoi est-il ici? Pensa-t-elle. Et qui lui a tiré dessus? Hayes ouvrit la porte de la salle de lavage d'un coup de pied, interrompant ses pensées. Il se frotta les mains avec agressivité. « Je ne sais pas à quel petit jeu tu joues », siffla Hayes sans la regarder. « Peut-être le connaissais-tu d'une base ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu étais une cuisinière désordonnée ou une kinésithérapeute, mais ne pense pas une seule seconde que cela te rende mon égal. » Mélène se rinça les mains, l'eau coulant clair. Dr. Hayes, le patient, a une balle coincée près du péricarde. J'ai vu la blessure d'entrée. C'est une balle de 5,56. Elle culbute. Attendez-vous à ce que les dégâts soient pires que ce que montre le scanner. Je sais faire mon travail, rétorqua Hayes. Tant mieux, dit Mélène en fermant le robinet avec son coude. Parce que je ne veux pas avoir à le faire à votre place. Elle entra dans la salle d'opération, les mains en l'air, laissant Hayes fulminer devant l'évier. L'opération commença dans la tension habituelle, le sifflement rythmique du ventilateur faisant office de métronome. Hayes pratiqua l'incision. « Un scalpel » demanda-t-il. Mélène le lui lança dans la paume avec force. Une aspiration. Elle était là avant même qu'il ne le demande. Pendant la première heure, il fonctionnait comme une machine. Hayes était indéniablement talentueux. Il répara la lacération du foie avec rapidité et précision. Mais lorsqu'ils passèrent à la cavité thoracique, l'atmosphère se tendit. « Je vois la balle », dit Hayes en regardant à travers ses lunettes. « Elle est logée contre l'artère sous-clavière. C'est délicat. » « Ne la retirez pas encore, avertit Mélène à voix basse. Elle tamponne le saignement. Si vous la retirez, il va gicler. Je sais, aboya Hayes, j'ai besoin d'une meilleure exposition. Écartez cette côte. Mélène ajusta l'écarteur. Docteur, sa pression baisse. 80/50, je l'ai, marmonna Hayes. Il introduisit la pince. Je vais le retirer délicatement. Hayes ne fait pas ça, dit Mélène en lâchant le médecin. L'angle n'est pas bon.
Tu ne vois rien à l'arrière. Silence, cria Hayes. J'y suis presque. Ping, le bruit du métal contre le métal. Puis d'un bruit humide horrible. Un geyser de sang artériel rouge vif jaillit de l'incision, éclaboussant le masque de Hayes. Merde. Rupture artérielle. Hayes hurla. Aspiration. Plus d'aspiration. Je ne vois rien. Le moniteur se mit à biper. Bip, 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 bip. La tension artérielle est de 40 sur palpe. L'anesthésiste cria. Il est en arrêt cardiaque. Hayes paniqua. C'était subtil, mais Méline le remarqua. Ses mains tremblaient. Il enfonçait des compresses dans la cavité thoracique, à l'aveuglette, essayant d'endiguer le flot. Je ne trouve pas la source du saignement. Elle est rétractée. On est en train de le perdre. Hayes se figea. Son arrogance s'évapora, laissant place à un garçon effrayé en blouse blanche. Il recula, les mains couvertes de sang, haletant. Je n'arrive pas à le clamper. C'est trop profond. La ligne sur le moniteur s'aplatit. Un long son unique emplit la pièce. Heure du décès, commença Hayes, la voix défaite. Non, dit Méline. Elle ne demanda pas la permission. Elle s'approcha de la table, écartant Hayes d'un coup de hanche. Qu'est-ce que vous faites? Il est mort! Cria Hayes. Donnez-moi une pince Kelly et une suture vasculaire, tout de suite, ordonna Méline. Sa voix n'était pas celle d'une infirmière. C'était la voix d'un commandant. Elle plongea sa main profondément dans la poitrine ouverte de l'homme qu'elle avait connu autrefois. Elle ne regardait pas avec ses yeux. Le sang était trop épais. Elle regardait avec ses doigts. Elle sentit le jet chaud de l'artère. Elle visualisa l'anatomie. Pas à partir d'un manuel, mais à partir de 100 opérations chirurgicales sur le terrain, dans la boue. Là, elle sentit le vaisseau déchiré. Elle le pinça entre son index et son pouce. Le saignement ralentit. « Une pince !» ordonna-t-elle en tendant la main sans regarder. Chloé, la résidente, terrifiée mais efficace, plaqua la pince dans la main de Méline. Méline fit glisser l'instrument le long de son propre doigt, le guidant à l'aveuglette jusqu'à ce qu'elle sente l'extrémité du vaisseau. Clic! Le geyser s'est arrêté. Aspiration! A ordonné Méline. Chloé a aspiré la cavité. Le champ s'est dégagé. La pince était parfaitement placée sur l'artère sous-clavière. Reprenez les compressions, a dit Méline calmement. Injectez une ampoule d'EPI. L'équipe a réagi automatiquement, obéissant à la nouvelle autorité dans la pièce. 10 secondes plus tard. Bip, bip, bip. Le rythme cardiaque revint. Méline recula, retirant ses gants imbibés de sang. Elle regarda Hayes qui se tenait dans un coin, pâle et tremblant. « Il est stable, docteur, » dit Méline, sa voix retrouvant son ton calme et neutre. « Vous pouvez fermer maintenant. » Elle se retourna pour quitter la salle d'opération, mais les portes s'ouvrirent avant qu'elle ne puisse les atteindre. Les deux hommes en costume étaient là. Mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux se tenait un homme en uniforme militaire impeccable, avec 3 étoiles sur l'épaule. Le lieutenant-général Marcus Sterling. Le général observa la scène, le chirurgien bouleversé, les infirmières stupéfaites et la femme debout au centre, les mains couvertes de sang jusqu'au coude. Le général passa devant Hayes comme s'il n'existait pas. Il s'arrêta devant Méline. La pièce devint silencieuse. Le général, un homme qui commandait 50 000 soldats, claqua des talons et lentement, respectueusement, salua l'infirmière. « Capitaine Marek, » dit le général, « nous vous recherchons depuis longtemps. » Méline soupira, un soupir d'une fatigue infinie. « Je m'appelle O'Connor maintenant, général. »« Plus maintenant, » dit le général d'un ton sinistre. « Nous avons un problème. » Et Riker n'était que le messager. Les personnes qui lui ont fait ça, elles sont dans le bâtiment. « Dans les bâtiments, » répéta le Dr Hayes, la voix brisée. Il regarda autour de lui la salle d'opération immaculée comme si les murs étaient sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce que cela signifie? Qui se trouve dans le bâtiment? Le général Sterling ne répondit pas au chirurgien. Il garda les yeux rivés sur Méline. Nous pensons que Riker a été compromis par une fuite au sein de l'agence. L'équipe qui l'a attaqué sur l'autoroute n'était pas la police locale. Il s'agissait de mercenaires, de nettoyeurs, et ils savent qu'il n'est pas encore mort. Méline arracha sa blouse chirurgicale, révélant la tenue tachée qu'elle portait en dessous. La transformation était complète. Ses épaules affaissées, sa posture d'infirmière fatiguée et surmenée avait disparu. Elle se tenait debout, tendue comme un ressort. « Combien? » demanda Méline. Les capteurs thermiques du drone indiquent 2 escouades. 8 hommes, des armures lourdes,
Des armes silencieuses, répondit Sterling. Ma garde personnelle est à l'entrée principale. Mais si ces types sont bien ceux que nous pensons, le hall d'entrée est déjà une zone de tir. Comme sur commande, les lumières de la salle d'opération clignotèrent puis s'éteignirent. L'obscurité totale envahit la pièce pendant un instant, immédiatement suivie par la lumière rouge des générateurs de secours. Le bourdonnement du système de ventilation s'arrêta, remplacé par un silence assourdissant. « Ils ont coupé le courant, dit calmement Mellin. Ils veulent désactiver les ascenseurs et verrouiller les sorties. Ils transforment l'hôpital en cage. » Le docteur Hayes était en hyperventilation. « Nous devons appeler la police. Le 911. Les lignes sont coupées, docteur, dit Mellin en se dirigeant vers le plateau d'instruments. Elle ne prenait plus de matériel médical. Elle prit un lourd marteau à os et un scalpel, glissant la lame dans la ceinture de sa blouse. Et même si elle ne l'éteigne pas, la police est à 10 minutes d'ici. Ces hommes vont vider cet étage en 5 minutes. Elle se tourna vers les agents de la DEA. Vous deux, barricadez les portes principales de l'eau. Utilisez les chariots d'anesthésie. Rien ne doit entrer. Les agents, des professionnels entraînés, hésitèrent. Ils regardèrent le général Sterling. « Faites ce qu'elle dit, » aboya Sterling. « Elle a plus d'expérience au combat que vous deux réunis. » Mellin se dirigea vers le brancard où Riker gisait inconscient. Elle vérifia ses signes vitaux sur le moniteur de transport fonctionnant sur batterie. Il ne peut pas rester ici. Le haut est un aquarium, une grenade à fragmentation, et nous serons tous réduits en bouillie. Déplacez-le, protesta Hayes, retrouvant sa voix. Il est post-opératoire. Si vous le déplacez, vous risquez de déchirer les sutures de la sous-clavière. Mellin attrapa Hayes par le col de sa blouse. Elle le tira vers elle jusqu'à ce qu'il se retrouve nez à nez sous la lumière rouge des urgences. Son regard était terrifiant. « Écoutez-moi, Preston, » murmura-t-elle. « Ce n'est plus ton monde. Dans ton monde, une erreur signifie un procès. Dans mon monde, une erreur signifie que tout le monde meurt. Si nous restons ici, ils exécuteront toutes les personnes présentes dans cette pièce pour atteindre Riker. Tu comprends? » Hayes déglutit péniblement, sa pomme d'Adam bougeant. Il acquiesça. « Bien. Prendre le sac en bout. Tu le fais respirer. Chloé, prendre le chariot d'urgence. Nous allons dans l'ancienne aile. » « L'ancienne aile? » couina Chloé. « Elle est en travaux. C'est un labyrinthe. » « Exactement, dit Emmeline. Je connais cet hôpital mieux que les architectes. L'ancienne aile dispose d'un monte-charge qui fonctionne sur un circuit hydraulique séparé. C'est notre seule issue. Ils poussèrent le brancard vers la sortie arrière de la suite O. Les agents de la DIA finirent de pousser les lourdes machines contre les doubles portes principales. Boum! Un bruit sourd retentit dans le couloir derrière les portes principales. On aurait dit qu'un livre lourd était tombé. « Ils sont à la brèche », murmura un agent en sortant son arme. « Boum, boum » des coups de feu silencieux, remarqua Mellin. Ils viennent d'abattre l'aide-soignant à l'accueil. Elle regarda la porte arrière. « Allons-y. » Ils se précipitèrent dans le couloir arrière. C'était un couloir de service utilisé pour la blanchisserie et l'élimination des déchets. Les lumières rouges d'urgence projetaient de longues ombres dansantes. Mellin prit la tête, se déplaçant avec un silence inhabituel pour quelqu'un qui portait des sabots d'infirmière encombrants. Elle les avait enlevés et courait en chaussettes pour atténuer le bruit. Ils avaient parcouru 20 mètres lorsque la radio de l'un des agents de la DIA se mit à grésiller. Une voix fortement déformée se fit entendre. Cible localisée. Trauma 1 net vide. Signatures thermiques se déplaçant vers le nord. Interception. Ils ont piraté les communications. L'agent jura. Ils savent d'où nous sommes. Mellin s'arrêta à un croisement. À gauche, le couloir principal. À droite, le chemin vers l'ancienne aile. « Général, donnez-moi votre arme de poing, » dit Mellin en tendant la main. « Mellin, » avertit Sterling, « vous avez quitté le jeu depuis 6 ans. »« Je faisais du vélo, général, » dit-elle. Sterling sortit son arme, un Sig Sauer P320, et la lui tendit. Mellin vérifia la chambre, contrôla le chargeur et désactiva la sécurité d'un seul mouvement fluide. Elle tenait l'arme non pas comme un policier, mais comme un opérateur. Serrée contre sa poitrine, elle scrutait les secteurs. « Emmenez-les à l'ascenseur de service, » ordonna Mellin aux agents. « Emmenez Riker au sous-sol. La chaufferie a des murs épais. Elle est défendable. »« Où allez-vous » demanda Hayes, la voix tremblante, tandis qu'il pressait le ballon d'air pour le patient.
Mélène regarda en arrière dans le couloir sombre. « Je vais vous faire gagner du temps. Je dois leur faire croire que nous sommes partis à gauche. »« Tu ne peux pas y aller seul, » s'écria Chloé. « Je ne suis pas seul, » répondit Mélène, le regard froid. « J'ai l'effet de surprise. Ils recherchent une escouade de soldats. Ils ne recherchent pas une infirmière d'âge mûr. » Elle se retourna et s'élança dans l'obscurité, se dirigeant vers le hall principal, directement sur le chemin des loups. Mélène se colla contre le carrelage froid du poste des infirmières du service pédiatrique. Les animaux en peluche et les fresques colorées sur les murs semblaient grotesques dans la lumière rouge vacillante. Elle contrôla sa respiration. Respiration carrée. Inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes. Elle les entendit approcher, le léger crissement des bottes tactiques sur le linoléum. Pas de conversation, juste le grincement du cuir et le bruissement des équipements en nylon. Elle compta 3 séries de pas. Elle jeta un coup d'œil derrière le coin à l'aide d'un petit miroir dentaire qu'elle avait pris dans un plateau. 3 hommes vêtus d'équipements tactiques noirs, portant des lunettes de vision nocturne rabattues sur leurs yeux, équipés de mitraillettes MP7. Ils se déplaçaient en formation en coin standard. Professionnel, mortel. Mélène regarda son arme. Un chargeur, 15 balles contre un gilet par balle, viser le centre du corps était inutile. Elle devait viser la boîte à thé, le triangle entre les yeux et le nez, ou les espaces dans le gilet par balle au niveau du cou et de l'aine, où elle pouvait utiliser l'environnement. Elle leva les yeux vers le système d'arrosage. Elle fouilla dans sa poche et sortit un briquet qu'elle avait confisqué à un adolescent plus tôt dans la journée. Elle rampait silencieusement sous le bureau jusqu'à ce qu'elle se trouve directement sous le capteur de chaleur de la tête d'arrosage. Elle actionna le briquet. La flamme lécha le capteur. 3 secondes plus tard, pop. La tête du sprinkler explosa. Un torrent d'eau noire nauséabonde, qui stagnait dans les tuyaux depuis des années, se déversa vers le bas. Le bruit soudain et le déluge d'eau surprirent l'équipe d'intervention. « Contact !» cria le chef d'équipe en se retournant vers le bruit. Comme il portait des lunettes de vision nocturne, le changement soudain de température et le mur d'eau les aveuglèrent. L'eau recouvrait leurs lentilles, créant une distorsion thermique floue. « Nettoyez votre vision », aboya le chef en relevant ses lunettes. Dans cette fraction de seconde de transition, alors que leurs yeux s'adaptaient à la lueur verte des lunettes de vision nocturne et à la faible lumière rouge du couloir, Mélène passa à l'action. Elle ne tira pas. Pas encore. Elle se leva de derrière le bureau et lança un bassin métallique dans le couloir à gauche. Il fit un grand bruit. Les 3 hommes tournèrent leurs armes vers la gauche, tirant instinctivement. Thip, flip, thip. Les balles déchirèrent le mur. Mélène sortit de la droite. Bang, bang. 2 coups. Double tap. La première balle atteignit le garde arrière dans le cou, juste au-dessus de son col en Kevlar. Il tomba sans un bruit, gargouillant. La deuxième balle toucha le premier homme dans le côté du genou, brisant l'articulation. Il hurla et s'effondra. Le chef, celui du milieu, se retourna avec une vitesse terrifiante. Il était énorme, son visage masqué par une cagoule. Il leva son arme. Mélène plongea derrière un lourd classeur à roulettes juste au moment où le bois au-dessus de sa tête se désintégrait en éclats. « Flanc droit !» cria le chef dans le vide, réalisant que son équipe était à terre. Mélène était allongée sur le sol, mouillée par les sprinklers, sentant l'odeur de la cordite. Elle se sentait vivante. La peur était là, mais elle était lointaine, comme une radio qui jouait dans une autre pièce. Elle devait bouger. Le classeur ne résisterait pas aux balles perforantes. Elle scruta le sol. Une bonbonne d'oxygène pur utilisée pour le transport se trouvait sur un chariot à proximité. Mélène vit ça. C'était un tir difficile, à 9 mètres de distance, dans la pénombre, sous le feu ennemi. Le chef des mercenaires avançait, couvrant sa position avec des rafales de tir. Thip, thip. Mélène prit une inspiration. Elle attendit une pause dans son rythme de tir. Elle se roula alors sur le sol mouillé et tira une balle. La balle frappa la valve de la bouteille d'oxygène. La bouteille ne se contenta pas de fuir. Elle se transforma en missile. Le gaz sous pression explosa, propulsant le lourd cylindre d'acier vers l'avant avec la force d'un boulet de canon. Il s'écrasa contre la plaque thoracique du mercenaire dans un craquement écœurant de céramique et d'os. Il fut soulevé et projeté en arrière à travers la cloison vitrée de la salle d'attente. Le silence revint, à l'exception du sifflement du sprinkler cassé.
Méline se leva, de l'eau coulant de son chignon. Elle s'approcha de l'homme aux genoux brisés qui essayait de ramper pour s'éloigner, cherchant à atteindre sa radio. Elle lui donna un coup de pied pour lui faire lâcher la radio. Puis elle lui donna un coup de pied pour éloigner son arme. Elle s'agenouilla à côté de lui, appuyant le canon de son pistolet contre son front. « Qui t'a envoyé ?» demanda-t-elle. Sa voix était calme, ce qui la rendait terrifiante. Le mercenaire serra les dents derrière son masque. « Va en enfer, salope. J'ai été... » Méline a dit que c'était surestimé. « Dis-moi qui a signé le contrat et je mettrai un torrico sur cette jambe. Sinon, tu te videras de ton sang en 4 minutes. L'artère fémorale est sectionnée. Je suis infirmière, je connais le débit sanguin. » L'homme regarda sa jambe, la mer de sang s'étendait rapidement. La panique prit le dessus sur son entraînement. « Kruger, allaita-t-il, c'est Kruger. » Méline se figea. Ce nom la frappa comme un coup physique. Kruger, l'homme qui avait commandé la mission au Yémen, l'homme qui avait ordonné la frappe de drone qui avait tué les civils, la frappe que Méline avait rapportée, mettant fin à sa carrière et faisant d'elle une cible. Il était censé être à la prison de Leavenworth. « Kruger est ici, » demanda-t-elle. « Sur le toit ?» L'homme allaita. Il fait partie de l'équipe d'extraction sur le toit. Il veut le sceau et il veut le témoin. Quel témoin? Vous. L'homme rit, le sang bouillonnant dans sa gorge. Il sait que vous êtes ici, veuve. Il n'est pas venu pour le soldat. Il s'est servi du soldat comme appât pour vous faire sortir. Méline sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une mission de sauvetage pour Riker. C'était un piège pour elle. Elle appliqua rapidement un garrot à la jambe de l'homme. Elle tint sa promesse et l'assomma avec la crosse de son arme. Elle tapota son oreillette qu'elle avait prise au premier garde-mort. « Sterling, vous me recevez? » Des parasites, puis la voix du général. « Nous vous entendons. Nous sommes dans la chaufferie. » Hayes panique, mais Riker tient bon. « Général, changement de plan, » dit Méline en saisissant le MP7 des mercenaires et en le passant sur son épaule. « N'attendez pas l'extraction. L'équipe d'extraction est compromise. Kruger est sur le toit. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Kruger, c'est impossible. Il est ici et il me traque. Je vais l'éloigner du sous-sol. Je monte. »« Méline, non. C'est du suicide. Vous n'avez qu'un pistolet. »« J'ai un pistolet et un hôpital rempli de produits chimiques, » dit Méline. « Et il est sur mon territoire maintenant. »« Attendez. » La voix de Hayes intervint, tremblante mais forte. « O'Connor. Méline. Que dois-je faire si Riker s'écroule à nouveau? Je n'ai pas le matériel nécessaire. » Méline marqua une pause. Elle baissa les yeux vers ses mains tachées de sang. « C'est toi le chirurgien Preston, » dit-elle, sa voix s'adoucissant pour la première fois. « Sois un médecin, pas un dieu, juste un médecin. Maintiens-le en vie. » Elle coupa la transmission. Elle se leva et regarda vers la cage d'escalier. Elle devait monter 8 étages jusqu'au toit pour affronter le fantôme de son passé. Mais d'abord, elle avait besoin de fournitures. Où elle se tourna vers la pharmacie de l'hôpital. Il était temps de faire des courses. La pharmacie de l'hôpital était située au 3e étage, une forteresse de verre et d'acier protégée par des serrures biométriques. Pour n'importe qui d'autre, elle était impénétrable. Pour Méline, qui avait été infirmière de nuit pendant 3 ans, il suffisait de contourner la serrure magnétique avec le code maître qu'elle n'était pas censée avoir mémorisé. Bip, bourdonnement, clic. Les lourdes portes s'ouvrirent. L'odeur la frappa instantanément. Ce mélange stérile spécifique d'alcool à friction, de carton et d'arômes synthétiques de cerises provenant des antibiotiques liquides. Méline ne perdit pas de temps. Elle n'était pas là pour se cacher. Elle était là pour constituer un arsenal. Elle rangea le MP7 dans son étui et attrapa un bac en plastique. Elle se déplaça dans les allées à la vitesse d'une acheteuse le jour du Black Friday. Mais sa liste d'achats était mortelle. Allée 4, anesthésique. Elle prit 4 bouteilles de sévoflurane. C'était un anesthésique liquide volatile utilisé pour l'induction en chirurgie. Dans un espace clos, une fois vaporisé, il assommait un homme en quelques secondes. Allée 6, bloqueur neuromusculaire. Elle brisa la vitrine des médicaments hautement dangereux. Elle prit une boîte de flacons de séniloline. C'était un paralysant. Il empêchait le diaphragme de bouger. On ne mourait pas instantanément. On étouffait tout en restant pleinement conscient, car on ne pouvait plus respirer. Allée 9, produits d'entretien, ammoniac, eau de Javel, les classiques.
Elle se dirigea vers le comptoir central. La pharmacie disposait d'un système de tubes pneumatiques, des tuyaux en plastique transparent qui traversaient les murs pour livrer les médicaments à tous les postes infirmiers de l'hôpital. Elle entendit l'ascenseur sonner au bout du couloir. Ils étaient là. Mélène vérifia l'écran de sécurité derrière le comptoir. 4 hommes, lourdement armés. Ils fouillaient le sol, vérifiant les pièces. Ils seraient à la pharmacie dans moins de 60 secondes. Mélène travailla plus vite. Elle prit d'une poche de 500 ml de solution saline et puis injecta le CC au fleuron. Elle prit ensuite une bombe d'air comprimée utilisée pour nettoyer les claviers et la fixa au sac à l'aide de rubans adhésifs en fixant la buse avec un abaisse-langue afin qu'elle soit sous tension. Elle plaça le dispositif à l'intérieur d'une des capsules de transport pneumatique. Elle tapa le code du poste de soins infirmiers juste à l'extérieur des portes de la pharmacie. Poste 3 Ouest. Vroom! La capsule fut aspirée vers le plafond. Mélène se cachait derrière le comptoir juste au moment où les portes de la pharmacie étaient enfoncées. « À gauche, c'est bon !» cria une voix. « À droite, c'est bon !» Les 4 mercenaires entrèrent, leurs bottes craquant sur les morceaux de verre brisés de l'armoire qu'elle avait détruite. Ils avancèrent lentement, leurs viseurs laser traversant la faible lumière, balayant les rangées d'étagères. « Elle est ici !» murmura le mercenaire en chef. « Je sens l'odeur de la peur. »« Non !» pensa Mélène en serrant son pistolet. « Vous avez senti l'odeur du CF Florine, dit-elle en attendant. La capsule qu'elle avait envoyée circulait actuellement dans les tuyaux du plafond, faisant le tour de l'étage. Boum! La capsule arriva au poste situé juste à l'extérieur des portes de la pharmacie, derrière les mercenaires. Mélène appuya sur le bouton de déclenchement à distance du système d'interphone de la station, qu'elle avait réglé sur la fréquence d'appel général. « Code grise pharmacie », murmura-t-elle dans sa radio, qu'elle tenait près du microphone de l'interphone. Le bruit surprit les hommes. Ils se retournèrent vers la porte par laquelle ils venaient d'entrer. Boum! Ce n'était pas une bombe. C'était la cartouche d'air comprimée dans la capsule qui avait fait éclater la poche de perfusion. La station de tube pneumatique à l'extérieur explosa dans un nuage de gaz anesthésiant vaporisé et d'éclats de plastique. Ils enfilèrent leurs masques à gaz. Le chef hurla, mais ils étaient trop lents. Et surtout, ils regardaient dans la mauvaise direction. Mélène surgit de derrière le comptoir comme un fantôme. Elle ne tira pas avec son arme. Le flash de la bouche du canon aurait enflammé le gaz volatile dans l'air et fait exploser toute la pièce. Au lieu de cela, elle lança 2 bouteilles en verre contenant de l'ammoniac mélangé à des cristaux d'iode, du triiodure d'azote. C'était un explosif de contact, très instable. Les bouteilles se brisèrent aux pieds des 2 gardes arrière. Crac! Boum! Le nuage violet éclata avec la force d'une grenade assourdissante. Les 2 hommes s'effondrèrent en hurlant, se couvrant les yeux alors que la brûlure chimique leur brûlait la rétine. Les 2 autres se retournèrent vers elle. Mélène était déjà en mouvement. Elle sprinta dans l'allée 2, glissant sur les genoux pour passer devant les étagères. Les mercenaires tirèrent. Crac, 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 les balles déchiquetèrent les étagères, faisant pleuvoir sur elle une pluie de pilules et de bouteilles en plastique. Mélène atteignit le bout de l'allée et se déplaça vers la droite. Elle arriva derrière le 3e homme qui toussait. Son masque était compromis par le gaz. Elle n'utilisa pas de couteau. Elle enfonça une seringue dans l'espace entre son casque et son protège-cou en Kevlar. Il se frappa le cou, mais il était trop tard. Il essaya de se retourner pour lever son fusil, mais ses muscles le lâchèrent. Ses genoux se dérobèrent. Il s'effondra, les yeux grands ouverts, fistant le plafond, ses poumons refusant tout simplement de respirer. Il ne restait plus que le chef. Il était plus intelligent que les autres. Il ne la poursuivit pas dans les allées. Il recula vers la porte, couvrant sa sortie, son fusil levé. « Sors, veuve !» cria-t-il, la voix déformée par son masque à gaz. « Tu ne peux pas te cacher éternellement dans l'aspirine. » Mélène était accroupie derrière une palette de boîtes de solution saline. Elle respirait difficilement. Elle vérifia son pouls. 140, gérable. Elle prit sa dernière arme. Ce n'était pas chimique, c'était psychologique. « Tu sais pourquoi on m'appelle Widow ?» cria-t-elle, sa voix rebondissant sur les étagères en acier, rendant impossible de localiser sa position.
Le mercenaire scruta à gauche, puis à droite. « Parce que ton mari est mort. »« Non, » dit Mélène. Elle sortit à découvert, à 6 mètres de distance, les mains vides, tendues sur les côtés. Le mercenaire pointa son fusil vers sa poitrine. « Je t'ai eu. »« On m'appelle Widow, » dit Mélène en fixant le canon, « parce que je laisse les hommes seuls dans le noir. » Elle donna un coup de pied dans le panneau électrique principal situé sur le mur à côté d'elle. Clunk! Les lumières de secours de la pharmacie s'éteignirent. La pièce fut plongée dans une obscurité totale. Le mercenaire tira à l'aveuglette. Les flashs des coupes de feu illuminèrent la pièce par intermittence. Bang! 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 Mélène se déplaçait dans le noir. Elle n'avait pas besoin de voir. Elle avait rempli ses étagères pendant 3 ans. Elle savait que 3 pas à gauche se trouvait le réfrigérateur à insuline. 2 pas en avant, le comptoir. Elle se déplaçait sous ses tirs. Elle entendait sa respiration. Elle entendait le clic de son chargeur vide. Clic! Mélène frappa. Elle lui balaya les jambes d'un violent coup de pied. Il heurta le sol violemment, son armure cliquetant. Avant qu'il n'ait pu dégainer son arme, elle était déjà sur lui. Elle lui arracha son masque à gaz. Elle pressa un chiffon imbibé d'éther pur contre son visage. Il se débattit, lui donna des coups de poing dans les côtes. Mélène encaissa le coup. Elle gémit, mais ne lâcha pas prise. Elle utilisa son poids pour l'immobiliser, maintenant le chiffon sur son visage. « Dors », murmura-t-elle. 10 secondes plus tard, il se relâcha. Mélène roula sur le côté, haletante. Ses côtes lui brûlaient. Elle avait peut-être une fracture. Elle était allongée sur le sol carrelé froid de la pharmacie, entourée de verres brisés, de pilules renversées et d'hommes inconscients. Sa radio grésilla. C'était Hayes. « Mélène, tu es là? Nous avons entendu des explosions. » Mélène trouva sa radio dans l'obscurité. « Je suis là, Preston. Le 3e étage est dégagé. Tu l'as dégagé? » Hayes semblait incrédule. « Comment? » « Ils étaient 4. La pharmacie Polyfarm, marmonna Mélène en se relevant et en grimaçant. « Comment va Riker? »« Il te demande. Il s'est réveillé. Il est lucide. Il nous a parlé de Kruger. »« Mélène, Riker a dit que Kruger n'était pas seulement là pour te tuer. Il a dit, Kruger a le registre. » Mélène se figea. Le registre, le fichier numérique qui contenait les noms de tous les agents, de toutes les planques et de toutes les missions secrètes menées par l'unité au cours de la dernière décennie. C'était la police d'assurance que Mélène avait volée avant de quitter le Yémen. C'était la raison pour laquelle elle était encore en vie. La destruction mutuelle assurée. Si elle mourait, le registre serait rendu public. Mais si Kruger avait le registre, il n'avait plus besoin qu'elle reste en vie. Il pourrait effacer le passé et vendre les secrets aux plus offrants. Il en a les moyens, demanda Mélène. Comment? Riker dit qu'ils ont intercepté le coursier hier. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Riker. Ils l'ont torturé pour obtenir la clé de décryptage. La leur a-t-il donnée? Il dit seulement la moitié. Il dit, l'autre moitié est dans ta tête. Mélène ferma les yeux. Bien sûr, Riker, loyal jusqu'au bout, lui avait fait gagner du temps en disant à Kruger que seule Mélène pouvait déverrouiller les fichiers. D'accord, dit Mélène en vérifiant le chargeur du MP7 qu'elle avait pris aux mercenaires. Cela change la donne. Je ne vais pas seulement là-bas pour tuer un fantôme. Je vais là-bas pour brûler l'histoire. Mélène, dit Hayes d'une voix ferme, fais attention. Tu es une excellente infirmière. Je détesterais perdre ma meilleure technicienne. Mélène esquissa un petit sourire sinistre. Soignez sa poitrine, docteur. Je m'occuperai du reste. Tatane. Elle sortit de la pharmacie, enjambant les corps, et se dirigea vers les escaliers de secours. Prochaine étape, le toit. La cage d'escalier C était une chambre d'écho en béton. Elle sentait le ciment humide et la poussière. Mélène grimpa. 4e étage, 5e étage, 6e étage. Ses jambes lui brûlaient. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle l'acide lactique et la douleur profonde et lancinante de ses 42 ans. Elle n'était plus le capitaine Merrick de 25 ans qui pouvait courir 16 kilomètres avec un sac à dos. Elle était Mélène, qui avait des problèmes de genoux et de sciatique. Elle s'arrêta sur le palier du 8e étage pour étirer ses quadriceps. « Pourquoi ai-je gardé ce nom ?» se demanda-t-elle. Veuve, ce n'était pas seulement un indicatif, c'était une condamnation. Elle avait été mariée brièvement à un pilote. Il était mort dans un accident d'entraînement 3 mois après le mariage. Puis elle s'était mariée avec son travail.
Puis son travail l'avait trahi. Tous les hommes dont elle s'était rapprochée avaient fini enterrés ou brisés. Riker était actuellement en train de saigner dans un sous-sol à cause d'elle. Plus jamais, murmura-t-elle au mur de béton. Ce soir, la veuve prend sa retraite. Elle atteignit le 10e étage, la porte de la salle des machines, la dernière étape avant le toit. Elle poussa lentement la porte. La salle des machines était remplie du rugissement assourdissant des ventilateurs, des chaudières et des énormes conduits de ventilation. Il y faisait chaud, humide et bruyant. Mellin se fraya un chemin à travers le labyrinthe de tuyaux. Elle savait que Kruger aurait une arrière-garde ici. Kruger ne laissait jamais son dos exposé. Elle l'aperçut. Debout près de l'échelle qui menait à la trappe du toit, se tenait un homme qui ne ressemblait pas aux autres mercenaires. Il ne portait pas d'armure encombrante, mais une combinaison tactique grise élégante. Il tenait d'un couteau qu'il faisait tournoyer nonchalamment d'une main à l'autre. Il se retourna lorsqu'elle s'approcha. Il ne sembla pas surpris. « Capitaine Merrick, dit-il avec un accent sud-africain, Kruger m'a dit que vous viendriez par ici. Il m'a dit que vous étiez trop sentimental pour laisser l'hôpital brûler. » Mellin baissa son arme. « Et vous êtes? Je suis celui qui va vous faire mal. » Il sourit. « Les armes font trop de bruit. Kruger veut une confirmation silencieuse. » Il fit passer son couteau dans son autre main, à main nue, en souvenir du bon vieux temps. Mellin le regarda. Elle regarda ses muscles, sa jeunesse, son arrogance. Elle leva le MP7 et lui tira dans la jambe. Bang! L'homme hurla, se saisissant la cuisse, tombant sur la grille métallique. « Vous n'avez aucun honneur! » Mellin s'approcha et repoussa le couteau d'un coup de pied. « Je ne suis plus soldat, dit-elle en le regardant. Je suis infirmière. Je n'ai pas le temps pour l'honneur. J'ai un patient qui m'attend. » Elle l'assomma d'un coup de pied rapide à la tempe. Elle ne le tua pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui retira son gilet, prenant ses grenades, ses flashbangs, ses grenades à fragmentation et ses fumigènes. Elle leva les yeux vers la trappe du toit. La pluie s'infiltrait à travers le joint et tombait goutte à goutte sur le sol métallique. Kruger était là-haut avec l'hélicoptère et le registre. Elle accrocha les grenades à sa ceinture. Elle vérifia son pistolet. Une balle dans la chambre, 7 dans le chargeur. Elle commença à grimper à l'échelle. Lorsqu'elle poussa la lourde trappe en acier, le vent et la pluie l'assaillirent. La tempête s'était intensifiée. Le toit du Mercy General était une vaste étendue plate de gravier et d'unités de ventilation fouettées par des vents violents. Au centre du toit, éclairé par des projecteurs portables, se trouvait un hélicoptère noir élégant. Ses rotors tournaient, prêts à décoller. Et debout près de la porte ouverte de l'hélicoptère, vêtu d'un long trench coat qui claquait au vent, se tenait le colonel Silas Kruger. Il semblait plus âgé, plus grisonnant, mais ses yeux étaient les mêmes. Des yeux de requin mort. Il tenait un ordinateur portable robuste sous le bras. Il la vit sortir de la trappe. Il ne leva pas son arme. Il se contenta de sourire et de tapoter l'écouteur qu'il portait. 2 snipers surgirent de l'ombre des unités de climatisation, leurs viseurs laser peignant des points rouges sur la poitrine de Mellin. « Mellin !» cria Kruger par-dessus le rugissement du vent et des rotors. « Tu as mauvaise mine. Le métier d'infirmière ne te convient pas. » Mellin resta sur place, la pluie collant ses cheveux à son visage. Elle leva les mains pour montrer qu'elle ne brandissait pas son arme. « Donne-moi le registre, Silus !» cria-t-elle en retour. « Le registre ?» Kruger éclata de rire. « Le registre est déjà téléchargé. L'acheteur transfère les fonds en ce moment même. J'attends juste la confirmation. Une fois que la barre atteindra 100 francs, les services secrets américains seront hors service au Moyen-Orient. » Il fit un pas vers elle. « Je t'ai proposé une part il y a 6 ans. Tu aurais pu être riche. Au lieu de ça, tu as choisi ta conscience. Regarde où ça t'a mené. À nettoyer des bassins hygiéniques pour un salaire minimum. »« Je dors la nuit, » dit Mellin. « Et toi ?» ricana Kruger. « Où tu rêves du village au Yémen. » L'incendie, il fit signe au sniper. « Tuez-la. Mais visez le ventre. Je veux que ce soit lent. » La main de Mellin se posa sur sa ceinture, non pas sur son arme, mais sur la grenade flash. « Tu as oublié une chose à mon sujet, Silus, » cria-t-elle. « Et quelle est-elle? »« Je me fiche de l'argent, » répondit Mellin. Elle retira la goupille de la grenade flash et la lâcha. « Pas vers les snipers, mais vers ses propres pieds. Je me soucie seulement du nettoyage. »
Bang! La grenade aveuglante explosa. Une lumière blanche aveuglante embrassa le toit, aveuglant les lunettes de vision nocturne des snipers. Dans la confusion, Mellin ne s'enfuit pas. Elle courut vers l'avant, les sprinta droit vers les hélicoptères, droit vers les rotors en rotation, droit vers l'homme qui avait créé la veuve. Le toit explosa en une supernova blanche aveuglante lorsque la grenade flashbang détonna. Mellin n'attendit pas que la lumière s'estompe. Elle sprinta à travers l'éblouissement brûlant, ses bottes martelant le gravier humide. Kruger, aveuglé et tirant à tout va, ne vit jamais le plaquage arriver. Ils entrèrent en collision avec la force d'un train de marchandises, dérapant sur l'héliport rendu glissant par la pluie. L'ordinateur portable renforcé contenant le registre et 98% du téléchargement glissa des mains de Kruger et roula sous le ventre de l'hélicoptère rugissant. Kruger rugit, sa vision s'éclaircissant suffisamment pour voir son agresseur. Il était plus lourd et plus fort. Il enfonça son genou dans l'estomac de Mellin, la renversant et la clouant au tarmac. Ses mains se refermèrent autour de sa gorge, lui coupant le souffle. « Tu aurais dû rester morte, Widow !» hurla-t-il en crachant. « Tu n'es rien, tu n'es qu'une infirmière qui vide des bassins hygiéniques. » La vision de Mellin se troubla, mais sa mémoire musculaire n'avait pas besoin d'oxygène. Elle n'essaya pas de le maîtriser. Elle le disséqua. Elle enfonça ses pouces profondément dans le plexus brachial situé sous ses aisselles. Kruger hurla, ses bras s'engourdirent instantanément, sa prise faillit. Mellin se cambra, le projetant au sol. Elle se releva précipitamment, fouillant dans sa poche arrière. Elle ne sortit pas un pistolet. Elle sortit ses ciseaux de traumatologie, des ciseaux en acier conçus pour couper les bottes en cuir et les pièces de monnaie. Kruger sortit un couteau de combat, l'encerclant. « Je vais t'éventrer, Mellin. » Il se jeta sur elle. Mellin passa à l'intérieur de sa garde, bloquant le bras armé du couteau avec son avant-bras et enfonçant le bout émoussé des ciseaux dans les tissus mous sous sa mâchoire. « Je suis une guérisseuse, Silas, » haleta-t-elle en lui tordant le bras. « Et tu es un cancer, » dit-elle en lui balayant les jambes. Kruger heurta violemment le sol, sa tête se fracassant contre le patin métallique de l'hélicoptère. Mellin regarda l'ordinateur portable sous l'hélicoptère. L'écran affichait « Téléchargement à 99%. » Elle regarda le rotor de queue tourner à toute vitesse à quelques mètres d'elle. Elle ne pouvait pas arrêter le téléchargement, alors elle arrêta l'appareil. Avec un cri primal, elle lança les lourdes cisailles de traumatologie dans les engrenages exposés du rotor de queue. Crunch! Les cisailles en acier bloquèrent le mécanisme. Le rotor s'arrêta instantanément. Le couple du moteur principal déchira la machine. L'hélicoptère tourna violemment sur le pont, la poutre de queue se balançant comme une faux, écrasant l'ordinateur portable et projetant les snipers aveuglés par-dessus le bord du toit. L'épave gémit, s'inclina dangereusement, puis glissa vers le vide. Kruger se précipita en arrière, mais le métal tordu attrapa son trench coat. Il fut traîné sur le gravier, hurlant tandis que l'hélicoptère en feu basculait par-dessus bord. Il s'agrippa au bord du toit, ses doigts s'enfonçant dans le béton humide, suspendu à 8 étages au-dessus de la ruelle. Mellin marcha jusqu'au bord, regardant en bas. « Mellin » hurla Kruger, les yeux écarquillés de terreur. « Aidez-moi, je peux vous payer. Nous étions partenaires. Remontez-moi. » Mellin resta immobile, la pluie lavant le sang de sa blouse. Elle regarda l'homme qui avait ordonné l'attaque au Yémen, l'homme qui la traquait depuis 6 ans. « Vous avez prêté serment, » supplia Kruger, « pour sauver des vies. »« C'est vrai, » répondit Mellin, sa voix coupant le vent. « Mais le protocole de triage est clair, Silas. On ne peut pas sauver tout le monde. » Elle recula. « Certaines blessures sont incompatibles avec la vie. » Les doigts de Kruger glissèrent. Il tomba silencieusement dans le vide sombre et détrempé par la pluie. Le soleil matinal frappait les fenêtres de la salle de traumatologie 4, transformant le verre en or. Le docteur Hayes termina le dernier point de suture sur la poitrine de Cullen Riker. « Vous avez de la chance, soldat. 1 millimètre de plus et vous ne seriez plus qu'un souvenir. » La porte s'ouvrit. Le général Sterling entra, flanqué de 2 agents. Il regarda Riker, puis la femme debout dans le coin. Mellin O'Connor était de retour, vêtue d'une blouse propre. Ses cheveux étaient attachés en un chignon serré.
Elle arpentait le chariot d'urgence, comptant les flacons d'épinéphrine comme si elle venait de tuer une escouade paramilitaire. Mélène, dit Sterling, doucement. La menace a disparu. Le registre est détruit. Revenez à l'agence. Nous avons besoin de la veuve. Mélène ne leva pas les yeux. Je passe. Vous gaspillez votre talent ici. Sterling insista. Vous êtes un lion parmi les moutons. Mélène s'arrêta. Elle prit un bloc-notes. Général, en ce moment même, Madame Gable, dans la chambre 304, a besoin de son insuline. Si je ne la lui administre pas, elle va faire un choc. C'est ma réalité. Vous pouvez garder la vôtre. Elle passa devant le général et s'arrêta brièvement au chevet de Riker. Elle serra la main du soldat. « Soyez sage, fantôme, murmura-t-elle. Riker sourit faiblement. « Oui, capitaine. » Mélène sortit dans le couloir et disparut dans l'agitation du changement d'équipe. Le docteur Hayes la regarda s'éloigner, l'air admiratif. Un interne courut vers lui, affolé. « Docteur Hayes, nous avons un carambolage sur la I-5. Qui est aux commandes? » Hayes regarda la porte vide où Mélène avait disparu. « Allez chercher l'infirmière O'Connor. » Hayes a dit qu'elle dirigeait cet hôpital. Et voilà l'histoire de Mélène O'Connor. Elle nous rappelle que parfois, les personnes les plus discrètes dans une pièce sont celles qui portent les tempêtes les plus violentes. Nous jugeons souvent les gens en fonction de leur titre, médecin, infirmière, concierge, PDG, mais nous voyons rarement l'histoire gravée dans leurs cicatrices. Que pensez-vous du choix de Mélène à la fin? A-t-elle fait le bon choix en laissant Kruger tomber, ou aurait-elle dû le relever? Je veux connaître votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Écrivez et si vous l'auriez sauvé, ou drop si vous êtes d'accord avec Mélène. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et me montre que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouveau drame. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, faites attention à qui vous sous-estimez. Merci d'avoir regardé.